On est très clairement sur une vision, moi je le redis, très technosolutionniste et ou aussi une approche, on va dire, je dirais en anglais un peu de commodité. C'est-à-dire que l'eau est en fait une commodité, est une marchandise, est une ressource économique en fait, et qui va continuer à servir la grande machine économique. Engagée sur les questions d'eau depuis maintenant plus de 25 ans, parce que moi j'ai fait ma thèse sur les questions d'eau dans le conflit israélo-palestinien. Et après j'ai été élue pendant 13 ans à la ville de Paris, adjointe au maire de Paris en charge de l'eau et de l'assainissement. Et j'ai conduit la remunicipalisation du service d'eau, donc créé Haut-de-Paris. Et donc ça m'a donné toute une connaissance et une expérience assez pratique des services d'eau. Et après, j'ai continué mon chemin par différentes collaborations, parce que j'étais à l'étranger, donc des collaborations académiques, des collaborations aussi politiques. Et donc maintenant, je suis consultante, conférencière, je donne des cours, mais toujours très engagée sur les questions d'eau, d'un point de vue public ou commun, mais on pourra en discuter après. Déjà au niveau français, je dirais qu'il y a eu, en tout cas dans la prise de conscience, déjà, du fait qu'il y a des vrais enjeux et des vrais défis autour de l'eau, il y a un avant et un après la sécheresse 2022. Et on s'est rendu compte que, et en fait, c'était pas nouveau, mais en tout cas, il y a une prise de conscience réelle que nous sommes dans une crise, en fait. C'est une crise de l'eau. Une crise due d'abord à la qualité, des problèmes de pollution, mais ça, on le voit de plus en plus, ça émerge. Des pollutions dues aux activités humaines, mais qu'elles soient industrielles, agricoles et domestiques, hein, d'ailleurs, parce que c'est tous les secteurs en fait, qui polluent l'eau, toutes les activités qui polluent l'eau. Et les eaux, que ce soit les eaux brutes, l'eau potable, voilà, que nous consommons. Et puis un enjeu évidemment quantitatif, et ça je pense que ça a été aussi, aussi une prise de conscience un peu radicale pour certains. Et en fait, il y a une demande toujours plus forte d'eau, de consommation et d'usage d'eau, alors qu'en fait, on est très clairement souvent dans des contextes où là, on en est à des tensions liées à la raréfaction. Donc on est de plus en plus dans un enchevêtrement de compétences, mais avec cette idée que quand même, bon an, mal an, ça allait bien. Et la sécheresse 2022, et d'ailleurs qui s'est continuée avec la sécheresse hivernale, a marqué quand même là aussi une prise de conscience de la part de ces acteurs institutionnels qu'on n'allait pas pouvoir faire quand même exactement comme avant. Et donc ça, on le voit bien. On voit bien qu'il y a quand même une volonté d'essayer peut-être de modifier les instances de dialogue, les processus de décision publique. Alors ça, évidemment, on le voit pour beaucoup d'acteurs qui sont conscients que ça ne peut pas durer comme ça, voilà, fonctionner comme avant. On est très clairement sur une vision, moi je le redis, très technosolutionniste et ou aussi une approche, on va dire, je dirais en anglais un peu de commodité. C'est-à-dire que l'eau est en fait une commodité, est une marchandise, est une ressource économique en fait, et qui va continuer à servir la grande machine économique. Il y a ceux qui se disent, au fond, face à cette crise, le technosolutionnisme va nous aider. Et donc on est toujours sur en fait la même politique de la demande. On a besoin de plus d'eau. Et on ne s'interroge pas de voir quelles sont les conséquences sur les écosystèmes, sur les milieux, quelles sont les priorités d'usage. Et puis il y en a quand même de plus en plus qui se disent non, en fait, ça ne va pas être possible. Peut-être qu'il va falloir en effet modifier les pratiques agricoles, mais ce n'est pas seulement ça, c'est l'aménagement des villes, c'est aussi nos infrastructures, c'est peut-être des activités industrielles. Donc on est dans ce mouvement un peu flottant, on va dire, au niveau institutionnel. Après, au niveau, on va dire, plus activiste et militant, ce qui est sûr, c'est que même si ce n'était pas un enjeu nouveau, le fait qu'il ait pris cette dimension radicale, plus radicale, et surtout qu'il a émergé comme un mouvement social, le mouvement contre les bassines, a là vraiment, je pense, fait émerger un début de mouvement social sur l'eau. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, pendant des années,
par exemple, moi qui avais des fonctions institutionnelles et des responsabilités en tant que présidente d'un grand service industriel d'eau et en même temps adjointe, voilà, j'étais dans l'institution, mais j'étais par ailleurs à la ZAD Notre-Dame et dans d'autres lieux, on va dire, plus activistes. Et il y avait toujours cette idée, en gros, qui a encore d'ailleurs, de distinction vraiment. Mais d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de mouvements sociaux sur l'eau. Moi, c'est ça qui me frappait. C'est-à-dire que c'était vraiment encore un enjeu d'initié. D'ailleurs, souvent à mon grand désespoir. Et là, on voit bien que ce qui se passe autour des méga-bassines, et donc tous ces collectifs, Stop Méga-bassines, Soulèvement de la Terre et autres, et donc différents collectifs se sont montés en disant, au-delà même de l'enjeu des méga-bassines, il y a un enjeu d'eau, un enjeu de partage, un enjeu de co-construction, justement, de la délibération et de la décision publique, un enjeu de démocratie. Moi, je pense qu'il y a un enjeu de démocratie autour de l'eau. Et donc ça, je trouve ça très intéressant. Alors, on en est, parce que le gouvernement est ce qu'il est, plutôt quand même dans une phase de blocage. Néanmoins, ce qui n'est pas tellement visible, mais qui a une vraie tendance, c'est qu'il y a déjà, par les collectivités locales, sous statuts divers, mais par les collectivités locales, une réappropriation de la politique de l'eau. Ça, c'est un peu une tendance à bas bruit, parce que justement, l'eau n'est pas encore un sujet suffisamment, je pense, politisé. Mais moi, quand j'ai remunicipalisé le service de l'eau à Paris, je ne me souviens plus exactement, mais on était moins de 30% en fait, d'habitants en France desservis par la gestion publique. Là, on est autour des 55%. Ça veut dire que de plus en plus de collectivités aussi essayent d'intégrer plus la population et les citoyens sur ces enjeux-là. Donc sous formes diverses, mais on voit bien qu'il y a aussi la volonté, là encore, de sortir un peu l'eau du champ institutionnel et très technique. Donc ça, pour moi, c'est une bonne tendance. Maintenant, je pense qu'il faut voir comment on peut justement raccrocher, on va dire, des collectifs citoyens, associatifs, le monde de la recherche aussi, Action, enfin, on va dire, c'est plein d'acteurs qui sont un peu, on va dire, en marge du monde institutionnel de l'eau, avec les enjeux qui ont été pour l'instant plus préemptés par les institutions. En tout cas, moi je vois de plus en plus de luttes, de gestion, voilà, de lutte locale, de lutte aussi, on va dire, je dirais oui, internationale, même si c'est un peu embryonnaire, autour, par exemple, autour des cours d'eau, autour des fleuves. Il y a tout un mouvement, par exemple, de reconnaissance juridique. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je ne sais pas si, en fait, il faut donner un statut juridique, je ne sais pas moi, au Rhône, au Danube ou à d'autres fleuves. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que poser ces questions-là amène d'abord à ce qu'il y ait d'autres acteurs qui s'invitent à discuter des enjeux d'eau, faire entrer le monde vivant, non humain et les écosystèmes dans la réflexion, parce que c'est quand même les grands oubliés. Et or, l'eau ne peut pas être pensée en dehors de son cycle, et le grand cycle de l'eau. Donc ça, c'est bien, du coup, d'avoir cette approche-là pour penser le grand cycle de l'eau. Donc ça, on voit au niveau international. Après, voilà, il y a 9 limites. Si on prend les 9 limites planétaires, l'année dernière, la 6e limite, eau verte, eau bleue, a été dépassée. Donc, on sait bien qu'en fait, donc c'était la dernière, on va dire, la dernière en date dépassée. Donc oui, il y a un énorme enjeu sur l'eau bleue, sur l'eau verte. Alors, quand on parle d'eau bleue, on va dire pour faire synthétique, c'est évidemment l'eau des cours d'eau, des rivières, on va dire l'eau d'ailleurs qu'on imagine plus visible. L'eau verte, c'est l'eau de la végétation, c'est l'eau des sols, c'est l'eau justement qui est souvent moins visible, mais qui est extrêmement importante dans le grand cycle de l'eau. On ne peut pas penser le cycle de l'eau sans les forêts, comme on ne peut pas penser sans les zones humides. Donc eau verte, eau bleue sont indissociables dans la préservation de nos ressources hydrauliques. Je pense qu'il faut prendre ce sujet, en tout cas les enjeux d'eau, sur tous les fronts. C'est-à-dire
institutionnel, politique, militant, juridique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de voir à la fois comment on a des directives. Par exemple, si on prend la France, on a des directives européennes. Il y a la dernière directive, la DRU, sur les eaux urbaines, les eaux résiduaires et urbaines. Donc on a des directives, donc on a un cadre, par exemple, européen, mais après on retranscrit dans la loi française. Après, il y a la capacité des collectivités locales à se saisir politiquement de cet enjeu-là. Donc quel type là aussi, quel type d'action politique on met en place, on met en œuvre. Donc moi, je ne vois pas de contradiction sur les différents niveaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument, justement, qu'on ne considère pas qu'il y a un niveau à privilégier. Il y a ce que je disais, tout ce travail militant aussi de reconnaissance des droits du vivant et des droits juridiques autour des cours d'eau, autour des zones humides, autour des fleuves. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça bouscule en fait un peu. Donc je pense que c'est plutôt faire, je dirais, front partout. Moi, il y a un sujet qui me tient aussi à cœur parce que ça me désespère de plus en plus. Je me rends compte que en fait, l'État, on va dire, et ses services déconcentrés, alors qu'il a souvent tendance à pointer du doigt, on va dire, les éco-terroristes ou les écologistes qui sont là pour essayer de préserver, on va dire, les ressources en eau sur leur territoire. L'État, on va dire, dans ses structures déconcentrées, ne respecte parfois pas ses propres réglementations et ses propres lois. Et donc je pense qu'on a aussi un travail qui n'est pas souvent, on va dire, celui qu'on imagine le plus facilement quand on est dans des travaux, on va dire, dans des actions un peu militantes, qui est de pointer la responsabilité de l'État et des différentes institutions étatiques dans la mise en œuvre des cadres réglementaires, dans l'implantation et dans le, comment dirais-je, le contrôle, dans le suivi, dans ce qui est justement toute la structure organisationnelle qui concourt à ce qu'on ait une politique de l'eau qui doit, faut-il le redire, assurer à tous une accessibilité à l'eau et qui doit aussi permettre eh bien, en fait, de préserver la ressource. Donc, en fait, dans cette accessibilité, cette préservation, l'État doit jouer aussi pleinement son rôle, ce qu'il ne fait pas. Et donc, je pense que on a aussi toute une structure qui, en fait, est censée permettre la diversité des collèges, des acteurs et des parties prenantes pour discuter de l'eau, mais on se rend bien compte qu'il y a des rapports de force très durs et qu'il y a des acteurs économiques qui comptent beaucoup plus que, on va dire, des acteurs associatifs, que beaucoup plus que les citoyens. Et c'est ça qu'il faut revoir. Les redevances aujourd'hui qu'on paye à l'agence de l'eau, c'est-à-dire que toute facture payée par l'usager, il paye une redevance, une sorte de taxe à l'agence de l'eau. Ces taxes, elles servent à quoi, cette redevance? À avoir toute une diversité d'actions pour assurer le bon état écologique des eaux. C'est ça, essentiellement, la mission des agences de l'eau. Eh bien, les redevances payées par les acteurs domestiques, on n'est pas loin de 1 euro, alors que pour les acteurs industriels et agricoles, c'est quelques centimes. Donc, en gros, la charge financière est mal répartie et le poids politique est aussi mal réparti. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est ceux qui payent le plus qui ont le moins voix au chapitre et c'est ceux qui payent au fond le moins, qui ont moins la charge financière sur la politique de l'eau, qui par contre se font le plus entendre par, on va dire, le pouvoir, et notamment le pouvoir d'État.